la une, l'heure est à la mobilisation pour accueillir le président Alassane Ouattara après 3 semaines à Paris où il a subi une intervention chirurgicale. Le président arrive ce dimanche à 15 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'heure est à la mobilisation. Ouverture ce soir de la 8e édition du Massa. Après plusieurs années d'interruption, ce grand rendez-vous africain de l'art et de la culture renaît. Ce sera simultanément à Abidjan, à Bouaké et à Grand-Bassam. 3 mois de présence des forces françaises en Centrafrique, deuxième visite du président français François Hollande. Il a salué les efforts des 2000 hommes de l'opération Sangaris pour la sécurisation du pays et les a invités à empêcher toute tentative de partition de la Centrafrique. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce 13 h. Une arrivée très attendue. Le chef de l'État Alassane Ouattara de retour en Côte d'Ivoire après 3 semaines à Paris où il a subi une intervention chirurgicale. Le président est annoncé à Abidjan pour demain dimanche 15 h. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, s'ouvre ce soir après des années d'interruption. Le président de la francophonie, Abdou Diouf, revient sur l'importance de cette résurrection du Massa, une avancée pour la francophonie et pour le développement. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour ce que j'ai appelé la résurrection, la grande résurrection, la vraie résurrection, la vraie résurrection du Massa. Et je pense que francophonie et Côte d'Ivoire continueront à cheminer la main dans la main et que toute l'Afrique en bénéficiera, pas seulement l'Afrique francophone, mais toute l'Afrique, tout le continent africain et au-delà. Parce que ce combat est un combat exceptionnellement salvateur. C'est le combat pour la culture. Et la culture, c'est l'âme des peuples. Si on se bat pour la culture, on se bat pour tout. Mon prédécesseur à la tête du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, avait l'habitude de dire « La culture est au début et à la fin du développement ». Et nous pouvons dire qu'elle est tout au long du développement. Sans culture, il ne peut pas y avoir de développement. Enracinement et ouverture. Et la majorité des 63 troupes sélectionnées pour le Massa 2014 sont déjà à Abidjan. Le groupe nigérien P-Square, en tête d'affiche pour le concert d'ouverture de ce samedi soir, est arrivé dans la capitale ivoirienne hier vendredi. Serge Coléa. Chose promise, chose due. Le comité d'organisation du Massa 2014 et ses partenaires ont tenu parole. P-Square, la tête d'affiche du concert d'ouverture de la 8e édition du marché des arts du spectacle africain, est en Côte d'Ivoire. Peter et Paul Okoye, les frères jumeaux, les 2 superstars nigérianes au sommet des hits africains et internationaux, ont humé l'air abidjanais ce vendredi 28 février à 15 h. Accompagnés de tout l'orchestre, ils ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Abidjan va donc vibrer au son de l'afropop, un mélange de dancehall, de R&B et de rythmes africains qui font le charme de ce jeune mais déjà mythique groupe. Il y a une grande cérémonie d'ouverture, une grande cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture donc se fera au stade Houphouët-Boigny et la cérémonie de clôture se fera normalement au Parc des Sports. Dès le dimanche, nous avons les patrons en live au Palais de la Culture. Le lundi, nous allons avoir Johnny Hallyday en live. Le mardi, nous allons avoir Koffi Olomide. Le mercredi, nous avons Mewe. Le jeudi, vous allez avoir le retour en Côte d'Ivoire avec Kimon de Ramsès, Blaise Pinto. Le vendredi, vous avez la soirée des dames. Et le samedi, vous avez Alpha Blondy et DJ Arafat. C'est une grosse tête d'affiche. Et à côté de cela, vous avez les meilleures troupes de théâtre, les meilleures troupes de danse contemporaine, les meilleurs ballets et les chorales qui viennent de partout. D'Afrique du Sud, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique qui va vivre une semaine de bonne ambiance musicale, voilà, sur les plateaux de la Côte d'Ivoire. C'est ici, au stade Félix Houphouët-Boigny, qu'ils se produiront. Ce samedi 1er mars à partir de 16 h, P-Square, en compagnie d'autres sommités de la musique africaine, Magic System et Salif Keita. Et nous retrouvons Laetitia Monglé qui est au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan où va s'ouvrir dans quelques heures le Massa. Bonjour Laetitia. Alors vous qui êtes sur place, est-ce qu'on peut déjà dire que tout est fin prêt pour accueillir ces artistes, festivaliers et spectateurs pour l'ouverture du Massa ce soir?
Oui, Fatou, on pourrait dire que tout est fin prêt pour accueillir les festivités. La direction générale du Massa a mis le paquet. Comme vous le voyez, la sécurité est au rendez-vous. Les techniciens sont en train d'apporter les dernières touches son, lumière et logistique pour offrir un spectacle grandiose à tous les Ivoiriens qui seront au rendez-vous dès 16h ce samedi 1er mars. Merci Laetitia Monglé et ce grand concert vous sera retransmis sur les antennes de la RTI. Vous le savez, le président Alassane Ouattara regagne Abidjan demain dimanche. Une vingtaine de présidents de structures de jeunesse et de mouvements politiques appellent à la mobilisation des jeunes pour accueillir le président dès sa descente d'avion. Gabriel Zani. Hospitalisé à Paris, en France, depuis début février, Alassane Ouattara, le président de la République, dont l'état de santé s'est nettement amélioré, a confirmé son retour à Abidjan le dimanche 2 mars. Tout le monde se mobilise donc pour lui réserver un accueil chaleureux. Ce vendredi, sur invitation de Touré Mamadou, conseiller du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, les responsables des jeunes des partis et des mouvements politiques se sont concertés pour participer à l'organisation de l'accueil du chef de l'État. Des porte-paroles lancent un appel à la jeunesse. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, chacun de sa différence, nous devons pouvoir nous rassembler autour de la Côte d'Ivoire. Que chacun ait son petit drapeau le dimanche matin et qui se mobilise autour de notre pays, autour de la nation pour dire merci au Seigneur et pour dire merci à la Côte d'Ivoire, merci au chef de l'État et manifester sa joie de retrouver le président de la République qui revient pour reprendre le combat du développement. Il ne s'agit pas d'un parti politique, c'est un appel républicain. C'est pourquoi je demande à tous nos camarades du Front populaire ivoirien, je demande à l'opposition, à tous les partis d'opposition de se mobiliser le dimanche pour accueillir le président de la République. Pour ces jeunes, toute la Côte d'Ivoire doit être mobilisée autour du chef de l'État. C'est depuis l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France que le président avait fait sa déclaration sur son état de santé. Cette sortie a donc mis fin à toutes les folles rumeurs véhiculées via Internet et de bouche à oreille sur sa santé. Et ce retour annoncé du chef de l'État à Abidjan, très attendu des Ivoiriens, a naturellement suscité de nombreuses réactions. Sur Internet, la nouvelle a fait littéralement exploser les réseaux sociaux. Retour sur ce buzz de la semaine avec Alexis Ouedraogo. Les rumeurs les plus folles ont couru ces dernières semaines concernant l'état de santé du président Alassane Ouattara, notamment sur les réseaux sociaux. Maladie incurable, paralysie irréversible, mort certaine, tout, absolument tout a été dit. Et les commentaires n'ont pas toujours été tendres. Information très sérieuse. Ouattara a été déclaré paralysé à vie par son chirurgien. Lorsque le président fait sa sortie à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, en un temps record, les photos de l'événement font le tour de la toile. Explosion de joie et commentaires revisités. Dieu soit loué, qu'est-ce que je suis heureux. On aime trop tuer les gens par rumeur. Tout dépend de la volonté de Dieu. Merci pour sa vie. À quoi bas, Prési? À cause d'une presse irresponsable, nous ressemblons à un groupuscule de fous qui manipulent les gens simplement pour des rumeurs. 2 jours, on a parlé de mort, de coma. Voilà Ouattara qui est debout. On a été ridicule. Des particuliers vont même jusqu'à initier la mise sur le marché d'un pagne pour célébrer le grand retour et la mobilisation est dense. Déjà des ruptures de stock se signalent dans les différents points de vente. Et dans ce décor d'expression de libre opinion, certains, eux, font l'aveu d'un coup de cœur pour le style vestimentaire affiché par le président. Chapeau noir, canne et manteau, le style devrait faire école. En attendant, Abidjan s'apprête à la fête, la population a été conviée à offrir un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara. Voilà, le chef de l'État est attendu donc demain dimanche à 15h. Ce sera à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La voie express à Bobo à Niama est en cours de réhabilitation, vous le savez, et elle vient d'être baptisée au nom du roi du Maroc. Sa Majesté Mohamed VI s'est rendu sur place hier pour la découverte de la plaque et le constat des travaux. Sylvie Touré. Cette plaque laisse découvrir le nom que porte désormais la voie express à Bobo à Niama. Elle est baptisée du nom du monarque chérifien Mohamed VI. Une volonté des 2 pays d'immortaliser le séjour du roi du Maroc en Côte d'Ivoire et d'affirmer leur souhait de faire route ensemble.
L'axe long de 4,6 km est en réhabilitation. Les travaux coûtent 8 milliards de francs CFA. La livraison est annoncée pour le mois de juin. Depuis plus de 12 ans, les populations attendent que cette voie soit réhabilitée. Mais le président de la République a décidé, plutôt que de réhabiliter la voie, de construire une nouvelle autoroute 2x2 voies de 4,6 km pour relier les deux. Et la première pierre a été posée l'année dernière en sa présence lui-même. Aujourd'hui, nous sommes avancés. Nous avons à peu près 40% de travaux réalisés. Et ce qui reste, ce sont des travaux usuels qui vont plus rapidement, c'est-à-dire le corps de chaussée. La voie est déjà praticable. Le roi Mohamed VI et la délégation gouvernementale, conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ont pu s'en apercevoir, à la grande joie des travailleurs, également des populations, sorties nombreuses pour accueillir l'hôte de la Côte d'Ivoire. Et le roi Mohamed VI s'est ensuite rendu dans la commune d'Atekoubé. Il a procédé au lancement des travaux de construction d'un point de débarquement de pêche aménagé. L'infrastructure va améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs. Alvorassa. C'est dans cette belle ambiance qu'a été reçu le roi du Maroc, Mohamed VI, venu procéder au lancement des travaux de construction de ce point de débarquement de pêche aménagé à Lokogro, commune d'Atekoubé. Il a à ses côtés le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Ce point de débarquement va permettre aux pêcheurs de travailler dans de meilleures conditions, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Plusieurs autres activités vont également être développées autour de ce point de débarquement. Il y a le volet qui concerne, par exemple, le fumage de poissons avec des fours améliorés qui vont être installés. Il y a la halle de criée où nous allons vendre le poisson. Il y a également des chambres froides et des fabriques de glace pour permettre aux femmes de pouvoir conserver le poisson. La construction effective de ce point de débarquement qui se fera les mois à venir est financée par la Fondation Mohamed VI et le département de la pêche maritime du Maroc à plus d'1 milliard de francs CFA. La superficie du site, 2500 mètres carrés. Pour un meilleur fonctionnement du centre, il verra des échanges d'experts marocains et ivoiriens. Nous allons travailler sur la base de ces expériences pour essayer de monter un modèle, surtout de gouvernance et de management de ce projet quand il sera réalisé et quand il sera terminé. D'autres experts marocains viendront également pour la mise en œuvre, Inch'Allah. Rappelons que selon les estimations, ce point de débarquement enregistrera une production annuelle de 7000 tonnes de poissons et va employer plus de 2000 personnes. La France va appuyer la Côte d'Ivoire pour l'amélioration de son système sanitaire, notamment pour la réorganisation de la médecine d'urgence à Abidjan, avec la formation de médecins urgentistes, et aussi apporter un appui technique pour l'élaboration du Code de la santé publique, la réforme hospitalière et la réorganisation fonctionnelle des hôpitaux. Le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, a visité dans ce cadre le service d'aide médicale d'urgence de Paris et l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. Restons en santé, une plante pour combattre le paludisme. Il s'agit du cater. Son usage a connu de bons résultats au Burundi et la Côte d'Ivoire se lance dans la même expérience. Laetitia Manglé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme tue chaque année près de 2 700 000 personnes dans le monde. 80% des cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne et ils concernent majoritairement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La lutte contre cette pandémie se diversifie avec une plante aux vertus thérapeutiques, son nom l'acater. Cette plante appartient à la famille des menthes et serait originaire d'Égypte. Elle contient une huile qui repousse les moustiques, principaux vecteurs du paludisme. Depuis 2011, un projet sur la production de crèmes et de lotions anti-moustiques à base de cater est expérimenté au Burundi avec succès. Rosine Tanozagol, présidente fondatrice de l'Agence de développement durable de Côte d'Ivoire, veut initier ce projet en Côte d'Ivoire. Ce projet, dont la vocation ou l'objectif final est de lutter contre la pauvreté et aussi de promouvoir une santé durable, surtout pour les populations ivoiriennes. L'objectif de l'ADCI est de vulgariser la culture de la cater en Côte d'Ivoire. Ceci pour aider les populations à lutter plus efficacement contre le paludisme.
La Côte d'Ivoire est en passe de se doter d'un nouveau code en matière d'électricité. Le projet de loi a été voté par l'Assemblée nationale. Ce nouveau code équilibré et novateur devrait permettre une meilleure gestion du secteur de l'électricité et ce, au profit des populations. Léon Brou. Amélioration du cadre juridique du secteur de l'électricité, forte libéralisation de nombreux de ses segments comme la production, renforcement du dispositif de répression des fraudes dans le domaine. Voilà des innovations proposées par le nouveau Code de l'électricité. Ce projet de loi prend également en compte les énergies nouvelles et renouvelables pour son adoption par la Commission des affaires économiques et financières du Parlement, présidée par le député Yves Koné. Le ministre en charge de l'énergie n'a pas maille à partir, malgré les 4 heures durée des débats. Adama Toungara obtient le vote de son texte avec plusieurs arguments, parmi lesquels la capacité du nouveau code à organiser au mieux le secteur en l'ouvrant davantage aux capitaux privés pour une meilleure couverture du pays en électricité. La privatisation se fera de façon ordonnée et progressive. Il ne s'agit pas d'envoyer plusieurs distributeurs dans un quartier, ceci créerait qu'on appelle une pagaille que nous voulons éviter. Mais ce code va permettre au gouvernement d'étaler son programme. Donc à l'horizon 2015, juin 2015, tous les villages de Côte d'Ivoire, toutes les agglomérations qui ont 500 habitants seront électrifiés. Sa présence à l'hémicycle, une occasion pour le ministre Toungara d'informer les députés sur les récents investissements dans le secteur de l'électricité. Environ 300 milliards de francs CFA pour améliorer la qualité de la fourniture d'électricité en réduisant de 16 heures le temps de coupure, estimé à 56 heures en 2010. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation démarre les auditions des victimes de la crise ivoirienne. Cette phase dite de recherche de la vérité concerne dans un premier temps 8 villes et régions du pays et elle court jusqu'au 6 mars prochain. Chantal Akandan, reportage. 8 villes et régions au total accueillent l'opération pilote de la phase de la recherche de la vérité. Ce sont entre autres Yopougon à Abidjan, les villes d'Agboville, d'Adzopé et les régions de Djokwe et de Korogo. Cette opération vise à auditionner les victimes des événements sociopolitiques passés et récents de la Côte d'Ivoire, indique le porte-parole du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ces auditions consistent en l'identification des victimes selon un ensemble de procédures techniques. Ces recherches permettront surtout de remonter aux auteurs présumés de violation, ce qu'on appelle les bourreaux. C'est la raison pour laquelle le président de la commission et son équipe mettent déjà en garde contre toute tentation de troncation de faits, de manipulation de victimes et de falsification de l'histoire. Le président Charles Konambani tient à encourager toutes les personnes concernées à participer massivement dans la dignité, le calme et la discipline à ces opérations pour que la Côte d'Ivoire n'ignore rien de leurs souffrances. Ces auditions des victimes de la crise ivoirienne sont une étape importante pour arriver à une réconciliation vraie et définitive. À Bangolo, les populations entendent s'impliquer dans cette recherche de la réconciliation. Cadres, chefs traditionnels et communautés étrangères unissent leurs efforts pour prôner la paix et la cohésion sociale. Herman Yamia. La nécessité d'un contact entre les différentes communautés vivant à Bangolo pour favoriser la réconciliation, une priorité des cadres de la région. En initiant cette rencontre, le président du comité régional de réhabilitation du Sacré-Ouai entend créer les conditions pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés Ouai et les autres communautés Malinké, Baoulé et Boutinabé. Dans la sous-préfecture de Jou, département de Bangolo, où le président du comité régional de réhabilitation du Sacré-Ouai s'est également rendu, il a procédé à la pose de la première pierre d'une école secondaire publique. Ici encore, Simon Do et le préfet du département de Bangolo, Mahamak Bané, ont également prêché le discours de la paix et de la cohésion sociale entre les différentes communautés. Cerise sur le gâteau, les différentes associations de femmes au nombre de 6 ont bénéficié de soutien financier de Simon Do. Ce sont au total 3 millions de francs CFA qui ont été distribués aux femmes de Bangolo pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus.
Souvenez-vous, l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a été secouée par une affaire de corruption, incriminant son président qui a même démissionné de son poste. Eh bien, le conseil d'administration et le conseil exécutif annoncent l'installation de la présidente intérimaire Abiba Dambélé, précédemment vice-présidente. Herman Niamien revient sur cette affaire. Abiba Dambélé, installée comme présidente intérimaire de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le mardi 4 mars prochain à la maison de la presse d'Abidjan. L'information est du président du conseil d'administration de l'UNJCI. Selon Magloire Niaé, cette décision est le résultat de la rencontre qui a réuni le conseil d'administration de l'UNJCI, son conseil exécutif et le ministère de la Communication. Au cours de cette réunion, souligne-t-il, les différentes parties se sont engagées à privilégier la paix et la cohésion au sein de l'Union. C'est cela notre priorité. Toutefois, s'il advenait des problèmes qui pourraient se poser dans le fonctionnement normal de l'Union, nous avons décidé de mettre en place un cadre de concertation pour régler tous ces problèmes qui pourraient se poser et qui pourraient faire blocage dans le fonctionnement normal de l'UNJCI. Quant à la convocation d'un congrès extraordinaire pour dénouer la crise et au gel des comptes de l'Union, Magloire Niaé souligne qu'ils ne sont plus à l'ordre du jour. La préoccupation de l'UNJCI, dira Boga Sivori, vice-président du conseil exécutif, est de ramener la paix au sein de la famille des journalistes. 6 000 milliards de francs CFA mobilisés en 2013 par la Bourse régionale des valeurs immobilières BRVM. Pour cette année 2014, les responsables de l'institution indiquent miser sur l'intégration avec les bourses de la CEDEAO. Francis Boifo. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se porte bien au regard des chiffres communiqués lors de cette rencontre bilan par son directeur général, Edo Kossi Amenounv. Le 29 janvier 2014, nous sommes passés à 6 000 milliards de capitalisation boursière. 6 000 milliards, c'est presque 12 milliards de dollars américains de capitalisation. Quand une bourse commence par atteindre 10 milliards de dollars américains, évidemment, de capitalisation, on commence par regarder en disant « Ah, attention, c'est une bourse qui a une certaine taille ». Et ce niveau de capitalisation nous classe aujourd'hui à la 6e place des bourses africaines. La Bourse régionale des valeurs mobilières s'alignant sur la croissance économique de l'Afrique subsaharienne, dont la progression devrait passer de 5% en 2013 à 6% en 2014, se propose de relever ces défis. Ça fait 4 ans que la BRVM n'a pas attiré à sa côte de nouvelles sociétés. Nous avons commencé à travailler pour que cette année, on ait de nouvelles sociétés. Le deuxième défi important, c'est la mise en place de notre 3e compartiment. Ce compartiment de ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder à la bourse sur la base des critères d'admission des 2 premiers compartiments. Autre préoccupation majeure, la poursuite des travaux d'intégration avec les bourses de la CEDEAO cette année. Voilà qui devrait donner une nouvelle impulsion au marché boursier de la CEDEAO. Et à Sassandra, un autre combat, celui pour la scolarisation. Le conseil régional vient de faire don de près de 2000 tables bancs à des établissements scolaires qui en manquaient cruellement. Les images avec Thérèse Tapé-Yoboué. Ce sont au total 1900 tables bancs qui ont été remises aux écoles des départements de Sassandra et de Fresco par le conseil régional. Au coût du don, 49 millions de francs CFA. Le conseil régional entend ainsi résoudre la grave pénurie de tables bancs dans les lycées et écoles primaires de la région, mettant ainsi fin à des bousculades, voire aux bagarres entre élèves pour avoir une place assise en classe. Le secrétaire général de la Direction générale de l'éducation nationale de Sassandra, Nante Kwasi, a exprimé sa gratitude au président Philippe Légré pour ces dons qui permettent aux élèves de travailler dans la quiétude. Depuis la réunion de la carte scolaire du 13 février, nous avons eu vent de tous les efforts qu'il fournit pour que la région puisse rattraper les retards de 10 ans pris sur le chemin du développement. Cette année, près de 70 millions de francs seront investis pour la construction et la réhabilitation de salles de classe.
Les producteurs de bananes plantains de la région d'Abangourou veulent améliorer leur système de production et par la même occasion leur rendement. Ils se sont retrouvés à Niablé pour échanger sur la question. Eugène Atoubé pour le point de la rencontre. Les participants à la rencontre d'échange des producteurs de bananes plantains sont issus de 10 groupements des localités d'Abronamoué, Zounou, Afalukro, Diangobo et Niablé dans le département d'Abangourou. Ils se sont enrichis de l'expérience du groupement Main dans la main de Niablé en matière de production de bananes plantains. Depuis 2011, ce groupement de producteurs de bananes plantains bénéficie de l'appui technique du WAP PPAO, appui grâce auquel Main dans la main a réussi à améliorer sa productivité. Initiateur de cette rencontre d'échange, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP PPAO, veut susciter chez tous les autres producteurs de bananes plantains l'adoption des techniques agricoles à partir desquelles ont été créées de nouvelles variétés de bananes plantains, notamment le FHIA 21 et le PITA 3. 34 000 plants de ces variétés améliorées ont déjà été distribués aux producteurs dans les zones propices à cette culture. Des parcelles de ces nouvelles variétés ont été visitées par les producteurs. À cette occasion, une démonstration des techniques de production de matériel végétal sain de bananes plantains a été faite, notamment les techniques de décapitation. Les producteurs de bananes plantains auront découvert la différence significative entre les variétés améliorées qui font plus de 10 kg contre 5 pour la variété locale. Ils ont pris l'engagement d'appliquer ces nouvelles techniques agricoles et l'adoption des nouvelles variétés qui améliorent considérablement la productivité de la banane plantain. Si à Abangourou, il est question d'améliorer la productivité, à Touba, c'est la lutte contre les feux de brousse qui est d'actualité. Le lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse a été l'occasion de sensibiliser les populations aux dangers de la pratique. Herman Yamia. À Touba, les feux de brousse ont causé pour l'année 2013 des dégâts matériels et économiques très importants. Le village de Saboudougou a vu 60 de ses cases parties en fumée, tout comme à Fala où l'on a enregistré une dizaine de cases. Le directeur départemental des eaux et forêts de Touba, le commandant Djayapo Evaris, indique que ces chiffres se situent dans le bilan national des conséquences des feux de brousse. De 2002 à 2013, les feux de brousse ont causé en Côte d'Ivoire 350 morts, 251 000 hectares de plantations de café, cacao et vivriers détruits et 451 000 hectares de forêts dévastées. C'est pourquoi le préfet des régions, préfet de Touba, qui présidait la cérémonie, a lancé un appel aux populations. Le préfet Yao Kwaku Benoît a sonné la mobilisation pour une prise de conscience afin de limiter les dégâts des feux de brousse à Touba. Ainsi, plus de 100 comités villageois de lutte contre les feux de brousse ont été créés, dont une vingtaine sont déjà opérationnels. Le thème de l'édition 2013 de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse est « Les feux de brousse, une menace pour la forêt, un danger pour l'homme ». Hors de nos frontières, visite à Bangui du président français François Hollande. C'est la deuxième depuis le début de l'intervention française Sangaris le 5 décembre dernier. Le chef de l'État s'est adressé aux troupes françaises confrontées à des difficultés considérables sur le terrain où violences et assassinats à caractère interreligieux continuent. Des images sur place. François Hollande arrive sur la base française à Bangui. Une visite pour saluer les 2000 hommes de la force Sangaris dont la mission vient d'être prolongée par l'Assemblée nationale. Depuis leur arrivée début décembre, les militaires français et leurs collègues africains de la MISCA ont saisi une dizaine de tonnes d'armes, des saisies dans les deux camps, chez les ex-rebelles de la Séléka ou les milices anti-Balaka. Pour le président français, c'est signe de progrès considérable, mais la tâche est loin d'être accomplie. Nous devons faire cesser, lorsqu'ils existent, des règlements de compte, rétablir l'autorité du gouvernement, lui permettre d'engager le dialogue et éviter qu'il y ait la moindre tentation de partition à l'est de la Centrafrique. Après sa visite aux troupes françaises, François Hollande a rencontré la présidente centrafricaine par intérim. Catherine Samba Panza a remercié le président français pour son engagement. Les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans étaient là aussi. Depuis des semaines, ils tentent de calmer la haine qui déchire le pays. Nous voulons vous réitérer notre volonté à tous les trois de continuer à ramer, parfois à contre-temps, pour dire que ici, ce pays, c'est un pays laïque. Ce qui est le plus important, c'est le vivre ensemble.
Un discours qui reste un vœu pieux. Partout, les massacres continuent, les musulmans fuient les milices chrétiennes. À l'ONU, c'est l'inquiétude. Le diplomate chargé de la Centrafrique affirme qu'un nettoyage ethnique est en cours. Je travaille pour l'ONU depuis plus de 20 ans. La Centrafrique est l'un des endroits les plus difficiles que j'ai jamais vus. Ça me rappelle les premiers jours de ma mission à Gorazde, à Srebrenica, dans les enclaves musulmanes de Bosnie-Herzégovine. La violence est aussi forte. La situation des gens est extrêmement préoccupante. Conséquence, déjà plus de 250 000 réfugiés et des centaines de musulmans centrafricains continuent d'affluer dans les pays voisins, au Tchad ou au Cameroun. Viktor Yanukovych, le président ukrainien déchu, a donné une conférence de presse dans le sud de la Russie hier vendredi. Il déclare avoir été contraint de quitter l'Ukraine après des menaces sur sa vie. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis qu'il a été renversé il y a une semaine. Le président russe Vladimir Poutine a appelé à éviter une escalade de la situation en Ukraine et estime indispensable de parvenir le plus vite possible à une normalisation. Rappelons pour finir que le Massa 2014 s'ouvre ce soir avec un grand concert au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 16h. En tête d'affiche, le groupe nigérian P-Square. Le concert vous sera retransmis en direct sur les antennes de la RTI. D'ici là, restez sur RTI 1. Excellent week-end à vous tous.